Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce mercredi 26 avril. Situation toujours aussi préoccupante au Soudan où les affrontements ont repris de plus belle. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au respect du fragile cessez-le-feu de 72 heures. L'OMS dénonce l'occupation par les belligérants. Un laboratoire à Khartoum met en garde contre un risque biologique énorme. Poursuit des opérations d'évacuation des ressortissants et personnels diplomatiques du Soudan. L'Algérie rapatrie des membres de sa communauté ainsi que des ressortissants palestiniens et syriens. La mise en œuvre des projets décidés par le président algérien Abdelmadjid Tebboune au profit de la région de Kidal au Mali et les mécanismes de l'accord d'Alger au menu de la visite à Bamako du chef de la diplomatie algérienne Ahmed Attaf. Et puis le ministre palestinien des Affaires étrangères, Riyad al-Maliki, demande au secrétaire général de l'ONU d'appliquer les résolutions onusiennes inhérentes à la protection du peuple palestinien. Bonjour à tous, l'actualité de ce mercredi toujours marquée par les événements au Soudan où le cessez-le-feu de 72 heures reste fragile, a été à maintes fois violé, notamment particulièrement ce mercredi, tandis que les évacuations se poursuivent. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Soudan les parties au conflit à respecter le cessez-le-feu et à se mettre d'accord sur une cessation définitive des hostilités. Le point de la situation avec Neila Nasser. Dans la capitale soudanaise, des affrontements autour des lieux stratégiques ont largement continué et parfois même se sont intensifiés. 11 jours après le début des combats qui ont fait quelques 459 morts et plus de 4000 blessés, Volker Perthes, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour le Soudan, affirme qu'il n'y a pour l'instant aucun signe clair que l'une ou l'autre partie est prête à vraiment négocier. De la tribune du Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à la fin du conflit. Les combats doivent cesser immédiatement. Nous avons besoin d'un effort total pour la paix. J'appelle les parties au conflit, les généraux Abdel Fattah al-Burhan et le général Mohamed Hamdan Dagalo, les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide à faire taire les armes. Il incombe aux dirigeants soudanais de mettre les intérêts de leur peuple au premier plan. Ce conflit ne sera pas et ne doit pas être résolu sur les champs de bataille, aux dépens du peuple soudanais. Des positions des paramilitaires des forces de soutien rapide ont été visées avec des avions de l'armée dans les beaux lieux de Khartoum. De nouveaux raids aériens visant des véhicules de FCR ont également eu lieu en soirée dans le nord de la capitale. De leur côté, les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Dagalo ont annoncé avoir pris le contrôle d'une raffinerie et d'une centrale électrique à 70 km au nord de Khartoum. La situation est alarmante. Des milliers de personnes sont forcées de quitter leur maison à Khartoum pour échapper aux violents combats. Selon Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, la situation reste fragile, mais des progrès peuvent être réalisés. On continue à dialoguer directement avec le général al-Burhan et le général Dagalo pour les presser de prolonger et étendre le cessez-le-feu à une cessation durable des hostilités qui empêche de nouvelles violences et respecte les obligations humanitaires. Le peuple soudanais ne renonce pas à ses aspirations à un avenir sûr, libre et démocratique. Nous aussi. L'OMS s'inquiète et alerte sur un risque biologique énorme après la prise d'un laboratoire public P4 qui renferme des agents hautement pathogènes. C'est le principal laboratoire central de santé publique de référence. Et il y a, je veux dire, un risque élevé de danger biologique. Parce que dans ce laboratoire, nous avons des isolats de rougeole ainsi que des isolats de choléra. Avec les coupures d'électricité,
S'ajoutant à cela l'absence de techniciens pour s'occuper de tout cela, le risque d'aléas biologiques est élevé à Khartoum en raison de la présence dans le laboratoire de l'une des parties au conflit. Il n'est pas vraiment nécessaire de dire quelle partie. Le cessez-le-feu de 72 heures conclu entre les deux parties au conflit n'a pas été respecté. En attendant de trouver un terrain d'entente, le pays s'enlise de jour en jour dans un conflit qui risque de s'étendre à d'autres pays sur le continent. Et comme vous venez de le voir dans ce sujet signé Naïla El Hamouda, plusieurs pays procèdent au rapatriement de leurs ressortissants au Soudan. L'Algérie n'est pas en reste. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné une opération dans ce sens suite à la détérioration de la situation sécuritaire des membres de la communauté algérienne et leurs familles, ainsi que des membres de l'ambassade d'Algérie à Khartoum sont arrivés hier soir en Algérie à bord d'un avion militaire. Ce rapatriement a aussi concerné 13 ressortissants palestiniens et 22 ressortissants syriens. Retour sur cette opération avec Mohamed Wali Ben Chaban. Près d'une centaine de ressortissants algériens et étrangers établis au Soudan sont arrivés mardi soir à Alger, conformément aux instructions du président de la République Abdelmadjid Tebboune, portant rapatriement de tous les Algériens désirant rentrer au pays en raison des derniers développements sécuritaires au Soudan. Lors de la première étape, nous avons recensé le nombre de citoyens algériens souhaitant retourner au pays. Après la détérioration de la situation sécuritaire, le président de la République a ordonné le rapatriement des membres de notre communauté, mais aussi les ressortissants des pays amis. Sur ce, nous avons entamé l'opération qui s'est déroulée dans de bonnes conditions. En plus des citoyens algériens, des ressortissants d'autres nationalités ont regagné la capitale Alger. 81 citoyens ont été rapatriés, 60 citoyens et 21 membres de l'ambassade et de leurs familles. Des ressortissants palestiniens et syriens ont fait le voyage avec leurs frères algériens. Pour des raisons humanitaires et de solidarité entre les pays arabes, nous avons répondu à cet appel qui intervient dans des conditions difficiles. Atterris à l'aéroport international d'Alger hier dans la soirée, les membres de la communauté algérienne ont remercié les autorités pour leur mobilisation et leur prise en charge. Grâce à Dieu et grâce aux efforts des autorités algériennes, nous sommes arrivés à Alger, sains et saufs. L'insécurité règne à Khartoum. On remercie le président de la République algérienne qui a entendu notre appel. Nous avons vécu la terreur. Dieu merci, les autorités algériennes ne nous ont pas abandonnés. Un geste humanitaire et de solidarité lourd de sens et qui prouve une nouvelle fois l'altruisme de la diplomatie algérienne qui œuvre pour le bien-être de toute une région. Ajouté à ces engagements qui visent à protéger le citoyen algérien où qu'il soit et dans les 4 coins du globe. Le ministre algérien de l'Intérieur, Brahim Rada, a assisté à l'arrivée des ressortissants algériens et étrangers en Algérie. Il a notamment souligné l'importance qu'accorde le président algérien aux opérations de rapatriement. Comme nous a habitué le président de la République, il n'abandonnera jamais la communauté algérienne établie à l'étranger, en particulier ceux qui vivent dans des conditions difficiles. Ce n'est pas la première fois et c'est notre devoir d'être ici pour accueillir nos compatriotes. Une occasion pour s'enquérir à leur état de santé. Le voyage de Khartoum à Jeddah puis à Alger était sûrement fatigant. Le plus important, c'est que tout le monde est revenu sain et sauf. Nous avons rapatrié l'ensemble des ressortissants, sauf ceux qui ont décidé de rester pour une ou plusieurs raisons. Et pour rappel, cette opération a aussi permis de rapatrier 22 ressortissants syriens et 13 palestiniens. D'ailleurs, l'ambassadeur de l'État de Palestine en Algérie, Fayez Abouaïta,
a salué la décision du président de la République d'aider son pays à évacuer 2 familles palestiniennes de la capitale soudanaise, Khartoum. Et dans l'actualité également, cette invitation adressée au président algérien Abdelmadjid Tebboune pour effectuer une visite aux Émirats arabes unis. Elle a été transmise par l'ambassadeur de l'État des Émirats arabes unis en Algérie, Youssef Seif Khamis Al-Ali, porteur d'une lettre d'invitation de son chef d'État. Et dans la coopération algéro-syrienne, à présent, l'ambassadeur syrien en Algérie, Namir Wahib El-Ghanem, a mis en exergue la volonté politique des présidents algériens et syriens de porter les relations bilatérales au rang de relations exemplaires et devenir ainsi un modèle pour les relations interarabes. Il s'exprimait au sortir d'une audience que lui a accordée le président algérien Abdelmadjid Tebboune au terme de sa mission en Algérie. تشرفت بلقاء السيد الرئيس عبد المجيد تبون. J'ai eu l'honneur d'être reçu par Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune à l'occasion d'une visite d'au revoir, coïncidant avec la fin de ma mission comme ambassadeur de la République arabe de Syrie en Algérie. À cette occasion, j'ai eu la possibilité d'écouter les conseils du président algérien et d'apprécier sa vision perçante dans tout ce qui a trait aux dossiers régionaux et internationaux, et surtout à la situation du monde arabe. Les 2 présidents, M. Bachar al-Assad et M. Abdelmadjid Tebboune, partagent une volonté politique commune à élever les relations bilatérales entre l'Algérie et la Syrie au rang d'une relation de référence, qui sera peut-être un modèle et une inspiration pour les relations interarabes. Nous n'oublierons pas la solidarité de l'Algérie avec nous dans les moments de dures épreuves, et aussi sa position sur le retour de la Syrie et sa présence au sommet arabe d'Alger. La Syrie tient à renforcer les relations arabes au niveau bilatéral avant toute présence dans un sommet arabe. Je vous en parlais en titre, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, est arrivé hier soir à Bamako, au Mali, en qualité d'envoyé spécial du président algérien pour une visite de travail. Ahmed Attaf a évoqué avec son homologue malien Abdoulaye Diop les prochaines échéances qui lient les 2 pays dans plusieurs domaines, en sus du suivi de la mise en œuvre des projets décidés par le président Abdelmadjid Tebboune au profit de la région de Kidal. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a réaffirmé la solidarité constante de l'Algérie et son soutien permanent au Mali pour la réalisation des priorités de l'étape de transition et la concrétisation des échéances nationales permettant le retour du pays à la situation constitutionnelle dans les délais fixés de façon souveraine par le Mali. Par ailleurs, il a été convenu d'intensifier la concrétisation et la coordination entre les 2 parties en prévision des prochaines échéances bilatérales et celles relatives à l'activité des mécanismes de mise en œuvre de l'accord. Je vous disais également en titre, le ministre palestinien des Affaires étrangères et des expatriés, Riyad Al-Maliki, a demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, d'œuvrer en faveur de l'application des résolutions onusiennes inhérentes à la protection du peuple palestinien. Al-Maliki a insisté également lors de sa rencontre avec Guterres en marge de la tenue au Conseil de sécurité des consultations sur la situation en Palestine, sur l'importance d'adresser des condamnations d'une manière qui contribue à mettre en place des mécanismes pour arrêter la colonisation. Allez, sans transition, sport, football, pour évoquer le match de l'année en Angleterre. Leader de Première Ligue, Arsenal affrontera ce soir à 20h Manchester City dans un match décisif. Faisal Salah. Cette semaine en Angleterre, il est hors de question de parler du prince Harry ou du roi Charles III, encore moins des prochaines élections présidentielles aux États-Unis, de Biden et de Trump. Dans le Royaume, on respire la Première Ligue. La 33e journée est décisive. Arsenal, leader, affronte en déplacement Manchester City, 2e au classement. Gunners et Citizens ont désormais leur destin entre les mains. Une finale du championnat vu l'immense enjeu qui entoure la rencontre. Pep Guardiola sera face à son ancien assistant Mikel Arteta. Le disciple saura-t-il dépasser son maître? Une question que se posent bon nombre d'observateurs. Arsenal est leader de la Première Ligue avec 75 points, tandis que City est 2e avec 70 points. Un défi inattendu cette saison. Arsenal trébuche, 3 matchs nuls consécutifs.
Et les Londoniens qui redonnent espoir à City qui compte 2 matchs en moins. La dernière victoire des Gunners en Première Ligue remonte au 1er avril et depuis, les coéquipiers de Gabriel Jesus font vivre un vrai poisson d'avril à leurs supporters. Un mois d'avril où City n'a pas perdu. Durant les 6 matchs, toutes compétitions confondues, l'attaque a inscrit 18 buts, soit une moyenne de 3 buts par match, grâce aux armes fatales des Sky Blues. Haaland, Mahrez, De Bruyne et Grealish, dur de stopper les monstres. Et pour bien garder les choses en main, les coéquipiers de Gabriel Martinelli doivent impérativement s'imposer. Mais Arsenal devra faire sans William Saliba et Granit Xhaka. Arsenal, au passif, désastreux. Face à City, doit montrer un tout autre visage. Manchester City a remporté les 11 derniers affrontements du Premier League et n'a pas perdu contre Arsenal à domicile depuis janvier 2015. Le club de la capitale londonienne n'a cependant remporté qu'une seule des 15 dernières rencontres. Il faut remonter à 2020, victoire 2-0 en demi-finale de la FA Cup. Mercredi soir, l'Etihad Stadium aura des allures de Ligue des Champions. Une dernière répétition avant le très attendu choc face au Real Madrid en demi-finale. Voilà, c'est ainsi que ce journal touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi à tous.